On va commencer avec les personnes déficientes visuelles. Une première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, une première chose à savoir, une personne déficiente visuelle, ben, ça peut être aussi bien une personne aveugle qu'une personne malvoyante. Une personne aveugle, elle ne voit rien. Ou alors, elle voit des ombres, elle peut percevoir un peu la lumière, mais elle ne perçoit pas les formes en tant que telles et elle ne voit pas les choses. Donc, elle a des besoins particuliers dans ce cadre-là. Par contre, une personne qui est malvoyante, bon, déjà, c'est beaucoup plus complexe, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'une forme de malvoyance, il y en a tout un tas. Selon la personne, selon sa déficience, selon l'environnement, la luminosité, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais vous montrer maintenant, vous permettre de mieux le comprendre. Et je continue en même temps. Voilà. Ici, vous avez des images qui ont été prises dans des centres de vaccination. Sur la gauche, vous reconnaissez peut-être le panneau qui indique les informations sur le déroulement de la phase de vaccination avec comment l'entrée, l'accueil, l'enregistrement, etc. À droite, vous avez un espace où il y a des guichets de part et d'autre d'un passage qui mène à la zone de vaccination. Donc on est dans, ici ça mène, c'est pas la zone de vaccination, c'est la zone d'enregistrement, je pense. Toujours est-il, ce sont des éléments que l'on retrouve dans la majorité des centres de vaccination et qui sont généralement bien aménagés et de manière efficace. Et le panneau, par exemple, avec les informations est assez bien réalisé. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Par contre, ici, vous voyez à travers les yeux d'une personne qui est déficiente visuelle, qui est malvoyante, qui a en fait une rétinite pigmentaire, qui est une maladie génétique, eh bien, vous voyez, son champ visuel est rétréci. Alors, son champ visuel est rétréci, ça veut dire que si elle veut lire un panneau, par exemple, comme celui qui est à gauche de l'image, eh bien, elle va devoir chercher déjà où est le panneau, parce que dans un grand espace, au l'omnisport ou une grande salle ou autre, il faut déjà repérer l'endroit où est le panneau et ensuite, il va falloir balayer pour essayer de trouver les différents éléments et de les capter. Là où vous, en un regard, vous avez compris que c'était un processus et que les choses étaient claires et se suivaient, là, ce sera plus compliqué. Vous pouvez imaginer aussi que pour retrouver une flèche au sol, ça va peut-être pas être évident. Pour retrouver un bic sur une table ou sur un comptoir, ça va pas être évident non plus. Sur l'image de droite, là, on voit en termes de déplacement, et on perçoit bien que soit il voit le passage au milieu, soit il voit un guichet, soit il voit l'autre guichet. Il ne perçoit pas vraiment la barrière, mais ce qu'on ne perçoit pas non plus, c'est tout ce qui va se situer un peu plus bas ou un peu plus haut. Les obstacles, par exemple, comme une barrière nadar qui traverserait le passage ou un simple ruban ou quelque chose qui sortirait, un panneau, par exemple, qui serait mis dans une allée un petit peu trop bas, eh bien, on se rend compte que la personne va avoir des difficultés pour le percevoir et donc risquerait de se le prendre. Donc, je vais vous inviter ici à voir quelques types de malvoyance pour vous donner une idée un peu des différences que peuvent avoir les personnes en termes de perception. Ici, on a un autre type de malvoyance, c'est une rétinite diabétique. Donc, c'est un diabète qui a été mal ou trop tard soigné. Et donc, on a des espèces de petites nécroses au niveau de l'œil et qui marquent des taches. On peut voir avec ces taches que lire un texte, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Que se situer dans l'espace, eh bien, on peut très bien ne pas voir la tête des personnes ou ne pas voir un panneau ou une info ou autre chose, tout en ayant néanmoins une perception globale de l'espace. Ça veut dire que la personne, quand elle arrive dans l'espace, elle va peut-être vous repérer, elle va repérer globalement ce qui se passe, mais trouver un endroit précis, un point précis, une indication que vous lui donnez, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour elle.
C'est comme ça qu'on parlait tout à l'heure de handicap invisible. J'ai mon directeur, il a une rétinite pigmentaire, c'est ce qu'on voyait juste avant. Imaginez quand il veut se déplacer dans une gare, il a besoin d'assistance, il sort sa canne blanche, il se déplace avec sa canne blanche et on l'accompagne jusqu'à l'intérieur du train. Ensuite, il plie sa canne blanche, il sort son journal et il lit le journal. Imaginez un petit peu la perception que l'on peut avoir. C'est un handicap invisible, vraiment. Dans certaines circonstances, dans certains environnements, dans certaines conditions, eh bien, l'handicap est totalement invisible. Une autre malvoyance, c'est ce qu'on appelle la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou bien la macula. Vous en avez peut-être entendu parler, il y a pas mal de campagnes d'information en la matière. On a une tache qui apparaît au milieu de l'œil, qui est permanente et qui peut grandir si on n'a pas un traitement ad hoc. Ça veut dire que ces personnes-là, elles ne savent pas vous regarder en face, par exemple. Parce que si elles vous regardent en face, elles ne voient pas votre tête. Et donc, ils vont avoir tendance à regarder un peu sur le côté pour percevoir qui vous êtes du coin de l'œil. Donc, imaginez, ça peut être perturbant quand vous accueillez quelqu'un et qu'il vous regarde du coin de l'œil. Mais c'est une réalité. Une autre malvoyance, on parle de myopie. Ici, vous avez une myopie forte. Myopie forte, on regarde à gauche, on est relativement proche du panneau, il est très difficile de lire, mais les grands chiffres, les grands pictos, on peut les percevoir. Plus le texte est petit, plus le texte est en gras et ramassé, etc., plus on a de mal à le lire. Si vous regardez par exemple en bas à droite le logo, il est quasiment illisible, les gros logos, eux, sont visibles, les chiffres, sans problème non plus. Donc ça permet de se rendre compte un peu de la perception. À droite, par contre, quand on est dans un grand espace, franchement, il faut deviner, déjà essayer de repérer où est la barrière Nadar. Franchement, si vous la trouvez, si vous avez d'excellents yeux. Mais essayez de trouver aussi la zone de passage au centre. Vous l'avez vu tout à l'heure, donc vous savez qu'elle est là. Mais quand on regarde l'espace, c'est plutôt des tâches qu'autre chose. Ça veut dire aussi que quand on voit quelqu'un, vous pouvez rencontrer une personne au début, à votre arrivée sur le site, et le revoir 10 minutes plus tard et ne pas le reconnaître, parce que les traits du visage vont être plus compliqués à percevoir. Ici, vous avez la vision normale, et donc je pense que les choses sont bien claires, on voit vraiment la différence, on voit les différences de perception, les différences d'espace. Objectivement, même la plante, quand vous regardez entre les deux, la plante, la barrière Nadar, elles sont à peine perceptibles. Donc, c'est le type de public que vous êtes susceptible d'accueillir. Et donc, quand vous accueillez ces publics-là, il y a d'office des comportements à adopter. Et c'est ce que je vais vous proposer de découvrir dans la petite vidéo que je vous présente maintenant. On peut considérer que la déficience visuelle est représentée en deux catégories. La non-voyante, les personnes qui ne voient pas ou qui voient que des ombres, ce sont les personnes qu'on appelle les personnes aveugles. Et nous avons les personnes malvoyantes, et la malvoyance est très variée. Elle peut commencer à partir d'une simple myopie et évoluer vers des maladies plus conséquentes, comme le glaucome, la cataracte, une dégénérescence rétinienne par exemple. Vous pouvez avoir des personnes qui sont porteuses de handicap visuel et qui ont une canne blanche, comme vous pouvez voir ici. Et donc, cette canne blanche va leur permettre d'être plus autonomes, de pouvoir se guider. Mais ces personnes peuvent être aussi accompagnées d'un chien guide. Et dans ce cas-là, il est peut-être plus facile pour vous de les détecter, de les repérer, évidemment, mais il est aussi intéressant peut-être d'aller aussi à leur rencontre afin de leur demander est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous accompagne éventuellement? Et ça, c'est une démarche qui est relativement importante de pouvoir prendre en compte. D'un autre côté, vous pouvez avoir des personnes qui n'ont ni canne ni chien, mais qui sont des personnes malvoyantes et qui sont donc porteuses d'un handicap invisible. Vous me direz, mais alors comment je le détecte? Comment je peux repérer cette personne? Déjà, ça peut être la repérer en observant
sa capacité à se déplacer, voir éventuellement si elle a certaines difficultés, une temporisation dans son déplacement, par exemple, qu'elle a du mal à se repérer dans un espace. Ça peut être déjà des arguments qui peuvent être intéressants. Mon ami Fred est venu nous rejoindre pour vous montrer un peu la manière dont on peut accompagner la personne. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 façons de base à pouvoir accompagner une personne déficiente visuelle, mais attention, toujours à la demande de la personne. Ne jamais vous imposer à la personne, toujours demander. Il vaut mieux demander que s'imposer. Fred joue ici le rôle de la personne accompagnatrice, et donc la première posture, ça sera, la personne déficiente visuelle va placer la main sur l'épaule. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième posture, c'est de prendre en effet tenaille au niveau du coude, comme ceci. Vous remarquerez qu'il y a toujours un léger décalage dans les 2 postures qu'on vient de faire entre l'accompagnateur et la personne déficiente visuelle. Tout simplement pour des questions de sécurité, parce que c'est l'accompagnateur qui va arriver le premier sur l'obstacle, sur la zone de danger, et donc va pouvoir mettre la personne en sécurité. Et la troisième posture, je dirais qu'on l'adresserait plus peut-être à des personnes qui ont des difficultés à la marche et qui ont une déficience visuelle, ça peut être des personnes âgées, mais pas que, évidemment, ça serait de prendre le coude, l'avant-bras, pardon, de prendre l'avant-bras complètement et de revenir à hauteur de l'accompagnateur. Alors, on va prendre la première posture qui était de mettre la main sur l'épaule de l'accompagnant. Alors, déjà, on va signaler qu'on avance. Donc, on y va? On est parti. Alors, ici, il y a des pavés. Ouais. Voilà. Alors, on va se diriger vers l'entrée du centre. Alors, ici, il y aura un petit rebord. Ah oui. Voilà. On ressent avec la canne. Okay. Et on va continuer. Nous allons aborder ici le franchissement d'un passage étroit, tel qu'une porte où on ne peut pas passer à 2 de front. La technique, ce sera de passer le coude à l'arrière, de telle sorte que la personne malvoyante ou aveugle puisse passer exactement derrière moi et franchir le passage. Une fois que ce passage est franchi, l'accompagnant va déployer le coude. On y va? On est parti. Alors ici, on va passer par une porte relativement étroite. Donc, il faudra passer à l'arrière. Voilà. Ici, il y a un rebord. Voilà. Ici, je redéploie le coude. On va vous montrer ici 2 exemples. Un exemple qui est pour le moins pas trop approprié dans la situation, donc à éviter. Et un autre exemple qui donne beaucoup plus d'autonomie à la personne afin de pouvoir s'asseoir confortablement, mais surtout tout à fait rassuré par rapport à cette assise. Nous, on se rend vers la chaise. Alors, je vais juste écarter un peu la chaise pour que vous ayez plus facile pour vous asseoir. Et alors, je vais vous aider. Alors, voilà, attention, reculez légèrement. Voilà, voilà, pouvez vous asseoir. Je vais vous accompagner jusqu'à la table afin que vous puissiez vous asseoir. Alors, on se rend vers la table. Je prends votre main, je la dépose sur le dossier de la chaise. Voilà, donc vous avez eu quelques conseils, quelques infos concernant ces publics. On va les reprendre rapidement, en résumé. La première chose, c'est accueillir la personne qui arrive. Alors on l'accueille pourquoi? Déjà pour se saluer, pour dire qui on est. Si vous êtes face à une personne malvoyante ou aveugle, même s'il vous connaît, il ne vous sera peut-être pas reconnu, il ne sait pas qui vous êtes. Donc c'est intéressant de pouvoir lui dire qui vous êtes et lui dire pourquoi vous l'interpellez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous voulez pouvoir anticiper les attentes de l'autre, eh bien, comme Philippe l'a dit dans la petite vidéo, il vaut parfois mieux demander
plutôt que de supposer ou d'imposer. Et donc, ça vous permet d'anticiper un petit peu les attentes de la personne qui est en face de vous. Deuxième chose, communiquer. C'est intéressant que vous ayez pris connaissance de tous les supports qui existent dans le lieu où vous êtes. Lisez les documents que vous allez leur proposer de compléter. Si vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui est compliqué, pourquoi pas proposer une version en grand caractère ou une version adaptée. Et dans tous les cas, pouvoir, si la personne vous demande une information, savoir de quoi elle vous parle, donc avoir lu le document au préalable. Troisièmement, guider la personne, vous l'avez compris, il faut être descriptif, explicatif, ça permet à la personne de savoir où elle se situe et de pouvoir donc être plus à l'aise et sécurisé déjà, mais aussi pouvoir anticiper les dangers. Deuxièmement, guider la personne avec la technique qu'on vous a montrée, donc l'accompagner dans ses déplacements. Éviter au maximum les obstacles. Ça veut dire, dans la gestion quotidienne du site, éviter de mettre dans le passage, par exemple, des chaises. Vous avez vu avec la rétinite pigmentaire, une chaise qui est dans votre passage, vous ne la voyez pas. Ou bien quelqu'un qui déposerait son sac dans le passage, on ne le voit pas, on se le prend, et ainsi de suite. Quelque chose qui est très, très, très piégeant aussi, c'est les portes à demi ouvertes. Une porte, elle doit être ouverte ou fermée. À demi ouverte, si vous arrivez face à la tranche de porte, vous ne la voyez pas et vous pouvez vous la prendre. Donc, c'est important. Et enfin, si vous avez une personne qui rentre sur le site ou qui a l'habitude, une personne qui travaille sur le site par exemple, et qui le connaît bien, et que vous décidez de changer l'aménagement, de déménager quelque chose, de faire l'accès par ailleurs, ça vaut le coup de prévenir la personne parce que dans ses habitudes, il va peut-être avoir tendance à aller vite et à ne pas faire attention à certains endroits, et elle risquerait de se mettre en danger de cette manière-là.